Elle m'a dit c'est pas de ta faute, mais voilà, Jeff s'est suicidé, il s'est pendu. Je me sentais vraiment coupable de ça, coupable de vivre aussi, parce que lui était mort et moi j'étais vivante. Pourquoi il a passé à l'acte? Pourquoi il m'a pas appelé? Pourquoi? Ben, une fois que je me suis posé les 50 000 pourquoi, c'était j'ai changé d'axe quoi. C'était comment moi je vais continuer. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies? Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Bonjour Rachel, Bonjour Johan. merci d'avoir accepté de venir dans le podcast. Quand j'ai préparé cette interview, je me suis dit comment présenter Rachel. Et j'ai regardé tout ce que tu fais, ton livre, ta chaîne YouTube, ta communauté, et il y a un mot qui m'est venu. Je me suis dit, t'es trop forte. Waouh. Non, non, je ne suis pas forte. Alors, on va revenir sur ton histoire, mais donc tu es veuve, tu as vécu le suicide de ton conjoint, tu es aussi sophrologue, et tu es je dirais presque une héroïne, une pionnière, parce qu'aujourd'hui, donc, tu es la créatrice d'un véritable espace de reconstruction, d'une communauté de veuves. On va revenir sur le mot veuve. Donc, tu les aides à retrouver la paix et à redonner un sens à leur vie. Rachel, c'est quoi ta recette secrète? Oh là là, déjà merci pour cet accueil, hein. Là, on me voit pas, mais voilà, je commence à rougir. Non, j'ai pas de recette. Voilà, j'essaye de faire au mieux, de donner comme je peux. Je suis comme tout le monde, hein, j'ai que 24 heures dans une journée. Et je pense que les personnes que j'accompagne, bon, on va en parler, elles contribuent aussi beaucoup à ça parce que ça a été une co-construction. Vraiment, je sais que c'est un mot à la mode, mais en tout cas, ces dernières années, ça a été vraiment ça en fonction de leurs besoins, de comment on pouvait aussi cheminer ensemble. Et puis, donc voilà, donc je suis pas toute seule à porter ça non plus, quoi. Est-ce que, pour commencer, en fait, pour parler de ton histoire, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on parle un peu de Jeff? Mm. Ouais. Jeff, Ben, c'est donc ton conjoint qui est décédé, donc qui est mort d'un suicide. Jeff, c'était mon premier amour, voilà. On s'est rencontrés. Moi, je suis éducatrice spécialisée à la base et lui aussi. Et on s'est rencontrés à l'école en formation, quoi. Et on a vécu 14 ans ensemble. Euh, et ben, Jeff, il m'a beaucoup accompagnée, moi, dans ma vie personnelle, professionnelle. Ça a été quelqu'un vraiment d'important pour moi. Et il m'a toujours soutenue, encouragée, même si pour lui, c'était assez compliqué, puisque, en fait, il était bipolaire. Hmm. Donc, je pense que je l'ai aussi beaucoup soutenu, accompagné sur ses phases de down, sur ses phases de up, même si au début, en fait, le diagnostic avait pas été posé. En fait, il a été posé 2 ans à peu près avant son suicide. Donc, il s'est suicidé le 9 mars 2014. Hmm. Comme sans doute vous qui nous écoutez, voilà, même si ça fait un paquet d'années, pour moi, je pense que, et beaucoup de gens me disent ça, on se souvient le jour de l'annonce, quoi. Ouais. Enfin, moi, j'étais au travail, à l'époque, j'étais directrice d'un établissement pour des personnes sans abri, le téléphone a sonné, et et c'est une éducatrice qui me passait un appel en me disant voilà, c'est quelqu'un pour toi. Et j'ai entendu la sœur de Jeff qui me demandait une question assez bizarre d'ailleurs, qui me disait est-ce qu'il y a du monde autour de toi? Est-ce que tu es seule? Hmm. Est-ce qu'il y a du monde autour de toi? Et à ce moment-là, j'étais avec un éducateur dans mon bureau et je lui ai dit ben oui, voilà, il y a un collègue qui est là.
Et elle m'a dit cette phrase assez terrible. Voilà, elle m'a dit c'est pas de ta faute, mais voilà, Jeff s'est suicidé, il s'est pendu. Et je le dis toujours avec beaucoup d'émotion, hein, même si je pense que j'ai cicatrisé, que j'ai un processus de deuil apaisé, mais c'est toujours. Et voilà, puis après, tout s'est enchaîné. Mais c'est vrai que c'est assez dingue parce que je me souviens très bien de cette journée, de ce jour. C'était l'après-midi, le ciel était bleu, il faisait très froid. Et je me souviens de ces détails-là, tu vois, et c'était vraiment pour moi un truc hors norme, enfin, je sais pas, Hors c'était temps, sur notre ouais. planète, quoi. Ouais, j'étais ailleurs, quoi. Et voilà, et il y a un membre de mon équipe qui m'a ramenée chez moi, j'ai appelé mes parents, enfin, ça s'est vite, très vite enchaîné. Comme beaucoup de gens le disent, hein, beaucoup vont se retrouver, on n'y croit pas, c'est assez curieux. Moi, j'ai pas été effondrée tout de suite. Je pense que il y avait cette protection psychique, hein, qui était là. Bon, on le sait bien aujourd'hui, hein, qu'on n'intègre pas cette réalité d'un seul coup, quoi. Donc, donc ça a mis quand même, pour moi, une bonne année, en fait, avant que je m'effondre vraiment. Hum, Qu'est-ce qui a été le plus difficile justement à ce moment-là pour toi? À ce moment-là, ça a été moi, je connaissais pas le processus de deuil et les premiers temps, j'ai pas forcément cherché. Je trouvais que ça allait pas si mal, quoi. C'était un peu dingue. Et, moi, j'ai repris le travail très rapidement, 8 jours après, quoi, 8-10 jours après. Le travail, c'était important pour moi, c'est ce qui me tenait, même si j'avais une sale tête, je pleurais, bien sûr, hein, c'était compliqué, je pouvais être aussi même très agressive. C'est sûr que je menais tout le monde à la baguette, hein, ça, mon directeur Ah, général m'a aimé pendant cette période, parce que, mais c'était pas moi, d'ailleurs, beaucoup de gens m'ont dit, non, c'était pas toi, je prenais pas trop soin de moi, j'étais à fond dans le boulot. Je me concentrais beaucoup. J'étais déjà dans un travail de relation d'aide, puisque dans le centre d'hébergement d'urgence que je gérais, on accueillait des personnes sans abri. Donc, mais c'était, je pense, une fuite, en fait. De toute façon, voilà, c'était comme ça, je ne pouvais pas faire autrement. C'était ma réaction à moi. Et en fait, j'ai déclenché, en fait, quand même très vite des symptômes en fait physiques, puisque je faisais des cris d'asthme à répétition, notamment ça me prenait la nuit, alors qu'à l'époque j'avais 42 ans, j'avais jamais été asthmatique, je savais pas ce que c'était qu'une crise d'asthme. Donc la nuit, je me retrouvais un peu comme les personnes qu'on hébergeait la journée, j'en croisais parfois la nuit aux urgences. Et j'étais comme eux, quoi. J'étais perdue, je savais pas ce qui m'arrivait, voilà, et que je pense les angoisses de la nuit. Et puis le lendemain matin, je retournais bosser. Je retournais bosser. En même temps, il y avait une espèce d'énergie, alors de vie quand même, parce que moi, très vite aussi, je me suis dit, ma vie n'est pas finie, quoi. Je veux pas rester seule. Je veux que la vie continue. J'allais voir mon médecin. J'étais mon médecin généraliste. Je suis allée le voir assez tardivement, quasiment au bout d'une année, mais je voulais des médicaments. Je voulais. Et lui, très vite, en fait, alors il connaissait bien Jeff aussi. Je me souviens d'une fois où il m'a un peu secouée quand même en me disant, alors bien sûr, je te donnerai ce qu'il faut pour ton asthme, mais il me dit, toi, ce que tu veux, c'est que je te rende ta vie d'avant. Et il me dit, je ne pourrais pas te rendre ta vie d'avant, mais je veux juste te poser une question. Est-ce que ta vie a de la valeur? Et il m'a dit, tu ne vas pas me répondre maintenant, mais si ta vie a de la valeur, tu vas revenir me voir. Et je suis partie. Et il m'a pas mis à la porte, mais quasiment. Enfin, c'était fin de la discussion. Et je me souviens très bien d'être devant son cabinet, dehors, dans la rue, en colère, en disant, mais pour qui il se prend, ce mec? Est-ce que ma vie avait de la valeur? Je comprenais pas cette question, quoi. Et j'ai tourné en boucle pendant 3 jours avec cette question dans la tête. Je voyais pas où il voulait en venir. Je trouvais ça hyper violent qu'il me dise ça. Je lui en voulais, etc., etc. Mais 3 jours après, je suis retournée le voir, quoi. Et je lui ai dit, oui, ma vie a de la valeur. En disant, oui, j'ai envie de vivre et j'ai envie de continuer, quoi. Mais ok. Et
Et c'est le premier qui m'a dit, ben, tu peux te faire accompagner. Moi, je voulais pas voir de psychologue. Il me dit, maintenant, il faut que tu te fasses accompagner parce que ton asthme, je fais des cystites aussi à répétition, des infections urinaires, ça va sans doute parler à certaines femmes. Et il me disait que c'était émotionnel, que c'était lié à mon deuil, mais il disait, moi, c'est ma limite, en fait. Je peux bien sûr te donner des antibiotiques à chaque crise de cystite, mais il me disait, il faut que tu fasses un travail de deuil. Et il a pris le temps de m'expliquer, ça a été le premier qui m'a expliqué le processus de deuil. J'ai eu beaucoup de chance parce que il m'a confié aussi quelque chose d'intime. Il m'a dit qu'il avait perdu un fils d'un accident de moto, un jeune qui avait 18 ans, ce que je ne savais pas, alors que c'était mon médecin généraliste depuis des années. Et il m'a dit vraiment, la vie continue, Rachel. Et c'était violent pour moi d'entendre ça parce que j'étais assez partagée. Moi, j'étais quand même dans la vie. Ouais. Il y a une partie de moi qui était dans la vie, mais il y a une partie qui me disait, non, moi, je veux que tout s'arrête, que tout le monde pleure, que le monde s'arrête de tourner. Et au bout d'un an, en plus, peut-être que ça va faire écho à ceux qui nous écoutent parce que au bout d'un an, en plus, moi, j'avais repris le travail, je bossais. Voilà, les gens pouvaient dire, voilà, elle a repris sa vie et ça y est, ça va bien, quoi. Donc les gens te parlent plus trop de ça. Moi, on parlait plus trop de stress. Moi, mon médecin généraliste, j'ai eu beaucoup de chance. Vraiment, ça a été vraiment quelqu'un que j'ai pas vu énormément, mais dans des moments comme ça, quand il m'a dit, est-ce que ta vie a de la valeur, il foutait un coup de pied aux fesses. Ça a été un déclencheur pour toi. Donc, en fait, tu as eu cette première année où finalement, tu es rentré, tu t'es mise plus à fond aussi dans le travail, tu fonçais et tu as commencé à avoir comme ça des symptômes au niveau de ton humeur où les gens, ton travail, ils te reconnaissaient pas. Puis des symptômes physiologiques, la crise d'asthme, l'infection urinaire. Et juste avant de rencontrer ton médecin, justement, sur cette question de toi te faire accompagner vis-à-vis de ton deuil, comment tu te sentais, toi? C'était quoi, qu'est-ce que tu te disais vis-à-vis de ça? C'était assez curieux parce qu'il y avait à la fois dans ma tête, il y a des moments où ça tournait de me dire je vais pas m'en sortir parce que moi, il y avait le dossier de la culpabilité. Mon sujet, c'était ça, c'était la culpabilité, où je me sentais vraiment coupable et je tournais en boucle sur comment j'aurais pu l'aider, comment on aurait pu éviter ce gâchis. J'étais vraiment en boucle beaucoup, beaucoup là-dessus, à réfléchir là-dessus, à écrire là-dessus, Moi, j'ai toujours dessiné, fait de la peinture et tout ça. Je fais beaucoup de choses là-dessus. Ça m'a énormément aidé, mais en même temps, je cherchais des réponses et je me sentais vraiment coupable de ça. Coupable de vivre aussi, parce que lui était mort et moi, j'étais vivante. Et il y avait une autre partie de moi qui me poussait quand même vers l'avant. Justement, c'était quoi précisément cette culpabilité? C'était quoi les questions qu'il y avait sur cette culpabilité pour toi? S'il résume, c'est que je n'avais pas pu le sauver, quoi. C'était, j'ai pas pu le sauver, j'avais pas pu le réparer, c'était un échec. Je me repassais en boucle tous les moments où j'ai pu perdre mon calme. Et parce que voilà, il voulait pas forcément embarquer dans les soins, c'était compliqué. Je pense qu'il n'avait pas à l'époque le bon psychiatre, etc. Donc, je m'en voulais de ne pas avoir réussi à le convaincre de changer de médecin. Les 6 derniers mois, j'avais décidé, parce que ça devenait compliqué, de prendre un autre logement. Donc, il était resté dans notre appartement. Moi, j'avais un autre logement. On était toujours un couple, on se voyait, mais moi, j'avais besoin aussi de me protéger. Et puis, je sentais bien que mon attitude ne l'aidait pas non plus. Donc, je me suis beaucoup dit, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû rester. En fait, je me suis refait l'histoire, mais des millions de fois dans la tête. Le fameux si, hein, si j'avais dit ça, si j'avais fait ça. Et ça, aujourd'hui, je sais que on n'a pas le choix. Ça fait partie du processus. On a besoin même si les gens nous disent, mais non, moi, on me disait ça, hein, sa famille me disait, mais Rachel, tu as fait tout ce que tu as pu, tu as fait le maximum, etc.
ça apaisait pas ma culpabilité et j'avais besoin de toute façon de déposer ça et de le dire et encore de le dire Ouais. et de le dire et de le répéter et de revisiter l'histoire. Hmm. C'est nécessaire. Et comment, alors, justement, comment toi, euh, tu l'as transformé, cette culpabilité? Donc, après avoir rencontré ce médecin, donc tu as cette période où tu te dis, bon, je déménage, euh, sur comment tu l'as transformé, donc tu t'es fait accompagner. La sophro, ça m'a aidé à apaiser, on va dire. Enfin, ça a été un mélange, je pense, déjà de mettre des mots sur ce que je ressentais. Je pense que ça a Hmm. déjà calmé aussi mon asthme. Ma tristesse aussi, parce que voilà, aujourd'hui, je sais, les poumons, c'est vraiment, c'est la tristesse, hein, c'est ça qui est là aussi. Et j'ai pas tout de suite trouvé aussi quelqu'un pour apaiser ma culpabilité. Je pense que je l'ai pas transformée, je pense que je l'ai usée, en fait. Pour moi, c'est Hmm. un peu, ma culpabilité, c'était un peu au départ, elle était épaisse, elle était comme un lien là énorme avec lui, quoi. Oui, Et, euh, oui. et en fait, au fur et à mesure, à force d'en parler, d'abord de mettre des mots dessus, de la décortiquer. Moi, j'ai beaucoup écrit aussi, de la mettre dans mes peintures, dans mes tableaux, dans mes collages. Je pense que je l'ai usé, quoi. Je l'ai usé, ça, Hmm. c'était le premier truc. Moi, un outil après qui m'a beaucoup aidé, ça a été l'EFT, euh, qui est une technique qui en anglais c'est Emotional Freedom Technique, une Hmm. technique de libération émotionnelle. Dès les premières séances, je me suis rendu compte que j'avais ce sentiment de trahison, de l'avoir trahi. En plus, je rembrayais dans une histoire rapidement. Il y avait cette culpabilité aussi là. Et c'était comme si je devais toute ma vie ouais, ne pas le trahir. C'est comme si je le trompais et d'être avec Sylvain, je pense que c'était Ah ça oui, aussi, tu vois. ok. Il y avait ça. Et donc, ça a beaucoup aidé dans ma culpabilité Je me suis rendu compte aussi que j'avais un peu un profil de sauveuse, hein, pourquoi j'avais embarqué aussi dans une histoire comme ça aussi longtemps. Et que, bah non, j'ai compris aussi à un moment donné que tu peux pas réparer les gens, que tu peux pas, tu peux leur faire des Hmm. propositions, tu peux être là, mais à un moment donné, même avec tout ton amour, ben tu peux pas Hmm. sauver quoi, tu peux pas sauver l'autre et que ce mal-être qu'il avait, cette maladie, parce que voilà, la bipolarité c'est quand même c'est une maladie, euh, et ce mal-être qui était là, moi je pouvais pas le sauver et que ça a été son chemin. Mais je te dis ça rapidement, là, comme ça, décontracté. Hmm. Mais Hmm. c'est tout un processus Et aujourd'hui, j'ai envie même de te dire, cette culpabilité, euh, je pense qu'aujourd'hui, il reste un fil de culpabilité. Mais ça ne met plus la rate au courbouillon. Je suis pas mal, par exemple, quand j'entends, et je m'intéresse toujours aux questions de la bipolarité, des gens dépressifs chroniques, des gens comme ça qui sont mal comme ça. Et quand j'écoute un podcast là-dessus et qu'un psychiatre commence à dire que le conjoint, la famille a un rôle hyper important Hmm. et telle posture à prendre, et ça, ben, moi, ça vient appuyer sur ma blessure, sur ma cicatrice. Et je me dis, Hmm. mais moi, j'ai pas dit ça, j'ai pas fait ça, j'ai fait tout le contraire. Hmm. Mais ça ne me plonge pas non plus dans un désarroi. Je me dis, ah ouais, merde. Bah, allez. Et Hmm. aujourd'hui, je suis capable de dire, bah, à l'époque, je ne savais pas. Aujourd'hui, je Ouais. sais, mais à l'époque, et on ne peut pas tout savoir. Et aujourd'hui, ok, je sais. Et si, voilà, je croise des gens dans cette situation, ben voilà, je sais peut-être, je connais mieux la maladie et je connais. Mais donc, ça a été un chemin à la fois d'outils comme ça. Et que j'ai pioché à droite à gauche en fait au fur et à mesure et il y a eu aussi je pense un moment je pense qu'au bout de 2 ans et demi je me suis dit j'étais un peu à un carrefour aussi je me suis dit que j'étais beaucoup dans le pourquoi la culpabilité c'est ça aussi pourquoi il a passé à l'acte pourquoi il m'a pas appelé pourquoi ben, une fois que je me suis posé les 50 000 pourquoi, c'était, j'ai changé d'axe, quoi. C'était comment moi je vais continuer. Hmm. C'était plutôt ça. Hmm. Toi, tu es passé de pourquoi à comment.
Ouais. Et alors justement, comment ça a été pour toi la transformation? À quel moment tu t'es dit, je vais en faire quelque chose? Euh, alors déjà, tu parles de transformation. Moi, je le dis très souvent, cet épisode de ma vie et cette mort de Jet et son suicide, pour moi, ça restera quelque chose de moche. D'accord? Hmm. C'est un truc pourri et ça restera pourri. Voilà. C'est Hmm. pas. Après notre histoire, oui, je pense que oui, c'était une belle histoire et j'ai envie de garder ça. Mais j'ai pas envie de dire oui, en fait, le deuil, c'est super génial. Après, il y a une transformation super et tout ça. Hmm. J'entends le mot transformation que tu utilises. Bien Hmm. sûr qu'on se transforme aussi et qu'on est. Pour moi, je suis la même, mais un peu autrement, avec d'autres valeurs. Donc déjà, ça, c'est important. Euh, j'ai pas, en fait, moi, j'ai pas décidé. Je me suis pas dit un matin, en fait, il faut que Hmm. j'accompagne des personnes qui ont perdu un conjoint. J'ai pas décidé ça. Moi, j'ai décidé à un moment donné de me former comme sophrologue. La sophro, ça m'avait aidé et ça me parlait et j'avais envie d'aider les gens un peu autrement. Donc, c'est pour ça que je me suis formée. Mais j'avais pas du tout comment dire, de plan de match en me disant, je vais me former comme accompagnante du deuil. Il s'est trouvé que quand j'ai commencé à parler de mon histoire sur les réseaux sociaux, il y a des femmes qui m'ont écrit en me disant, mais moi aussi, j'ai perdu mon conjoint d'une maladie, d'un accident, d'un suicide parfois, etc. Moi, je veux me faire accompagner par vous. On était en 2017 et en Hmm. plus, je veux me faire accompagner par vous sur Zoom ou sur Skype en vidéo. Et puis le gros truc du deuil. Et moi, je dis, mais non, mais moi, je commence à en sortir, je vais pas replonger. Hmm. Je disais aux gens, je suis pas formée, ce qui était vrai aussi. Ok, je l'avais vécu, mais j'étais pas formée. Et puis en fait, j'ai entretenu comme ça des conversations par mail avec des femmes où effectivement, je leur répondais quand même, je leur partageais un peu mon expérience, je leur disais moi ce qui m'avait aidé, peut-être que ça pouvait, elles pouvaient expérimenter, mais je disais non, moi, j'accompagne pas des personnes endeuillées, quoi. Jusqu'au moment où très vite, en fait, ça s'est un peu emballé et une femme a vraiment hyper insisté. Elle m'a pas lâchée. Elle était dans le sud de la France. Et bon, j'ai dit, OK, banco, on y va. Mais moi, je pensais que ça allait être le carnage, quoi. Que ça allait être, qu'elle allait pas être, Hmm. que moi, j'allais fondre en larmes, que elle, Ah oui, en ah fait, ouais. et que elle, ça l'aiderait pas. Mais elle a tellement insisté, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, allons-y, quoi. Moi, je me suis rendu compte que à chaque fois que je disais quelque chose, elle disait, mais c'est ça, Rachel, c'est exactement ça, j'arrivais pas à mettre des mots là-dessus, mais ça m'éclaire, etc., etc. On a fait très peu de sophro. Bon, c'était pas ça qu'elle vient de chercher. On a beaucoup échangé, en fait. Hmm. J'ai fait un travail d'écoute en fait avec elle et de reformulation et de lui donner aussi les outils que je connaissais bien sûr en sophro mais pas que moi que j'avais découvert en coaching en tout ça et puis bah en fait je voyais bien qu'il y avait des trucs qui se passaient et que ça l'apaisait que ça lui fait du bien que ça l'aidait à tenir debout et je réalisais combien aussi le deuil c'était un sujet tabou. Et très vite, en individuel, que ce soit au cabinet, que ce soit sur Zoom, des femmes me disaient dans mes mois, Rachel, tu dois être la pire femme que moi, j'avance pas, moi, ceci, oh là là, moi, je suis un cas, Ah oui, mais je dois être la seule à te poser ce genre de questions, etc., etc. Mais parce non, qu'elles avaient des auto-jugements en fait sur elles. voilà, Ouais. voilà. Et très vite, en fait, je me suis dit, mais en fait, il faut qu'elles se parlent, quoi. Il faut qu'elles se rencontrent parce qu'elles vont se rendre compte qu'elles ont les mêmes questionnements, les mêmes inquiétudes, les mêmes peurs, les mêmes souffrances. Et ça peut sans doute les aider, quoi. Donc voilà, donc j'avais proposé une fois par mois une rencontre sur Zoom. Et puis ben voilà, c'est comme ça que les choses se sont construites. Voilà. Donc tu nous as raconté vraiment la genèse du club des Yellow. Aujourd'hui, en quelques mots, c'est quoi le club des Yellow pour les personnes qui veulent te rejoindre? Alors, En le quoi Club des Yellow, en fait, c'est un groupe qui s'adresse uniquement aux personnes qui ont perdu leur conjoint ou leur conjointe, qui est en ligne. Donc, que vous soyez à Marseille, que vous soyez au Québec, que vous soyez en Belgique, enfin, peu importe.
sur cette planète, n'importe où. L'objectif, c'est vraiment d'être soutenu, d'être encouragé et d'avoir des outils, une boîte à outils pour cheminer, pour avancer. Donc, et de vous donner l'espoir, en fait, que voilà, il y a un chemin possible aussi après et qu'on n'est pas obligé toute sa vie d'être dans le noir et dans la noirceur et qu'on va tous cicatriser à notre façon. Donc, on se rencontre en fait toutes les semaines. Il y a des rencontres toutes les semaines, aussi bien ce qu'on appelle des causeries, où on va simplement échanger, parler sur une thématique en lien avec le deuil du conjoint sur Zoom, ou alors des temps où il y a des temps de sophro, d'art-thérapie, des experts aussi, beaucoup d'experts qui interviennent, pour apporter soit un témoignage, soit un outil très précis sur tiens, ça, est-ce que ça pourrait m'aider? Est-ce que ça pourrait m'aider à m'apaiser, à mieux comprendre certaines choses? Mieux comprendre aussi, ça c'est la première porte d'entrée, comprendre le processus de deuil, parce que je me rends compte que plein de gens ne connaissent pas le processus de deuil. Parce que moi, j'ai pas la prétention, moi, c'est pas un groupe, je vais pas venir. Enfin, moi, je dis souvent aux femmes, ne viens pas pour. Moi, je répare pas, d'accord? Je sauve pas les gens. J'ouvre un espace où les gens vont pouvoir aller. Maintenant, on a une plateforme qui s'appelle le Village des Yellow, où les gens vont pouvoir. Il y a une vidéothèque où il y a tous les enregistrements des ateliers qu'on a pu faire. On peut échanger entre nous. Ce matin, j'ai posté une vidéo dans le groupe pour ce début d'année. Et l'idée, voilà, les gens arrivent, ils ont un parrain, une marraine qui les soutient et qu'on ait 3 mois de deuil, ou qu'on ait, là, je vais voir juste après une dame qui a 2 ans de deuil, il y a aussi des femmes qui arrivent à 2 ans de deuil, parce qu'on a un espace aussi pour des femmes ou des hommes qui ont un deuil plus avancé. Mais moi, je répare pas, il faut avoir chacun reprend pour moi aussi sa responsabilité. C'est OK d'être triste, c'est OK, et il y a beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, mais c'est aussi, au fond de nous, c'est des personnes qui ont une petite flamme en se disant je vais reprendre je ne veux pas rester toute ma vie comme ça, et même si je pleure et que je suis peut-être au fond du seau aujourd'hui, j'aime la vie, je veux avancer pour moi, pour mes enfants, pour mon conjoint décédé, pour ma conjointe. Et ça crée un truc que j'avais pas mesuré, c'est que les gens, en fait, alors on se rencontre en ligne, mais très vite, ils se rencontrent en présentiel entre eux. Donc là, c'était voilà, et à chaque moment de l'année, que ce soit l'été, les Noëls et tout, ils nous voient, ils se rencontrent physiquement. Il y en a même qui de France vont au Québec, du Québec viennent en France. Donc c'est plus que la communauté en ligne et donc les ressources que t'apportes, les rendez-vous, les autres experts qui viennent, c'est que finalement la communauté après elle vit carrément en dehors de toi. Il y a un mot quand même que je retiens et qui fait, enfin moi j'entends fait le lien. Alors tout à l'heure tu disais que le mot transformation n'est pas forcément celui qui fait le plus écho chez toi, mais tu dis je répare pas. Et en fait, par rapport à ton histoire et ce que tu as vécu avec Jeff, il y a quelque chose là, je vois qui s'est transformé et qui est aujourd'hui en fait dans la façon dont tu accompagnes les gens. A fait que aujourd'hui, tu répares pas. Tu as arrêté de chercher à réparer les gens. Et tu te rends compte qu'en fait, ces personnes-là qui viennent chez toi parce que eux-mêmes aussi parce que le fait que tu répares pas, ça les autorise eux à reprendre de la dignité et à reprendre leur propre pouvoir. Et donc, en fait, en ne voulant pas les réparer, tu leur autorises leur petite flamme à se rallumer. Et leur propre chemin. Et de toute façon, il n'y a jamais de bon ou de mauvais chemin. Et ça, pour moi, c'est quand même un facteur de plus en plus important. Et je te remercie parce que je n'avais pas fait le lien entre le début de mon histoire et là. Merci. Sur la réparation. Mais c'est que chacun... alors, bien sûr, en étant entouré, etc., on ne laisse pas les gens comme ça, mais c'est un facteur qui est hyper important pour moi. Je te remercie, Rachel, pour ton témoignage, pour ton humanité. Pour pouvoir te retrouver, il y a ta chaîne YouTube, Rachel Galerme, Deuil du conjoint.
ton livre Revivre après lui, comment retrouver la joie de vivre après la mort de votre conjoint. Et pour rejoindre le club des Yellow, je vais mettre tout ça aussi Ouais, il y a mon site. dans le Déjà, podcast. sur la chaîne YouTube, je trouve que c'est important voilà, de voir un peu qui je suis. Moi, c'est important, moi, je crois fort aux rencontres. Donc, si ma tête ne vous revient pas, n'allez pas plus loin que la chaîne YouTube. Mais oui, mais la chaîne YouTube, c'est beaucoup de ressources aussi. Ça aide déjà beaucoup, beaucoup de personnes. Ouais, complètement. Merci beaucoup, Rachel. Et pour toi qui nous écoutes, si tu as perdu un parent, j'espère que cette conversation aussi t'aura permis de un peu mieux comprendre ce qui se passait, peut-être dans le cœur de ton parent survivant, de ton père, de ta mère, et aussi dans ton propre cœur, dans ton deuil. Si ce témoignage t'a aidé, alors pense aussi à le partager à d'autres endeuillés que ça pourrait aussi aider. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. Prends soin de toi. Je viens de mettre en ligne une nouvelle vidéo qui s'appelle « Sortir du mode survie après le décès d'un parent ». Dans cette vidéo, j'explique comment reconstruire une sécurité intérieure durable, même des années après le décès de son père ou de sa mère. Cliquez sur le lien en description pour y accéder.